Notre administrateur m'a dit hier, demain tu fais le wrap-up. Donc si je le prends ça littéralement, ça veut dire que je dois vous emballer la nature. Et comme j'ai pas le talent de Christo, je ne suis pas sûr de pouvoir faire ça dans un délai raisonnable. Ce que je voudrais simplement mettre en évidence, c'est quelques temps forts de ce colloque et ce que j'ai pu en tirer moi. D'abord, je vous confirme aussi par ailleurs que j'avais une petite idée de son déroulement. Et donc, dans le choix des invités qui a été décidé en collaboration avec certains de mes collègues ici, j'espérais, au fond, entendre certaines choses, que soit aussi que certains dialogues ou quelques débats un peu vifs puissent se faire sentir. Et donc, le premier constat qu'on peut faire, je pense, c'est que la nature est d'abord un fait métaphysique avant d'être un fait physique, un fait épistémologique ou un fait politique. Un fait métaphysique au sens où Claudine Tiercelin l'a dit tout à l'heure. C'est donc pas, au fond, il y a une tarte à la crème de dire la nature, c'est une construction sociale dont on pourrait retracer la jeunesse, et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, beaucoup plus compliqué que ça. Ce que les historiens nous ont montré dans la première partie du colloque, à la fois en retraçant la genèse de ce qu'on peut appeler la naturalisation, et d'autre part en mettant en évidence les contrastes entre les conceptions d'équivalents approximatifs de la nature dans les civilisations d'Extrême-Orient. Ce qu'ils nous ont montré, c'est que en effet, on peut trouver des prodromes de l'idée de nature, la foussiste, dans la pensée grecque, l'idée d'enquête, l'idée de régularité, l'idée de légalité qui est très importante, et l'idée d'expérience qu'on trouve aussi éparpillée, reconfigurée de façon différente dans la pensée extrême-orientale. Mais il serait vain, par exemple, de chercher dans la physis grecque le principe d'une sorte de cohérence rétrospective. On a eu tendance à le faire. Il existe d'excellentes histoires de l'idée de nature et qui sont un peu orientées selon ce modèle. C'est que, au fond, l'idée que la science grecque aurait comme horizon inévitable d'accoucher de la nature avec le programme béconien anime beaucoup d'histoires philosophiques de l'idée de nature, alors qu'en réalité, il s'agit d'une série de bifurcations inattendues qui aboutissent dans une période alors qui peut être variable selon les populations concernées en Europe à faire se solidifier un programme naturaliste dont on peut discerner d'ailleurs les prémices avant de les trouver dans les textes canoniques comme Bacon par exemple, en particulier dans les images. Alors évidemment, ça pose la question des conditions nécessaires du démarrage de ce processus. Pourquoi est-ce que ce processus de naturalisation s'est développé en Europe avec les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire d'ouvrir un champ d'investigation pour la science et donc un développement extraordinaire des sciences positives? Et pourquoi ne s'est-il pas produit ailleurs? C'est un problème extrêmement difficile qui a été débattu, bien évidemment, par les historiens. Je pense en particulier à Joseph Needham pour la Chine et aussi Jeffrey Lloyd qui a consacré une partie de son œuvre à cette question. Il n'y a rien d'inévitable. Les conditions n'étaient pas tellement différentes dans le monde chinois. Il y avait aussi des écoles, si on prend l'analogie de la Grèce par exemple, des écoles en compétition qui cherchaient à capter l'attention et le soutien des puissants, avec des interprétations des phénomènes, de la régularité des phénomènes qui étaient en conflit. Et pourtant, on n'a pas abouti à ce processus de naturalisation, pour en dire autant d'ailleurs du Moyen-Âge arabo-islamique, à Damas au XIIe siècle. On avait aussi des situations qui auraient pu déboucher sur l'émergence de ce processus de naturalisation qui ne s'est pas produit. Donc il n'y a pas de conditions nécessaires. Alors, il me semble que du point de vue des sciences historiques, alors, entendu au sens général, ça continue à être un problème très important, parce que c'est un problème qui, au fond, pointe du doigt pourquoi la question générale de
comment se développent certaines ontologies, comment, dans certaines conditions sociales et culturelles, on va identifier dans les objets du monde plutôt, pour reprendre l'expression de Justin Smith ce matin, dans les jointures du monde, pourquoi est-ce que ce sont certaines jointures que l'on va suivre et pas d'autres? Et certaines de ces jointures vont aboutir, en particulier, à la construction des sciences positives telles que nous les connaissons maintenant. C'est pas en plus, pour rester dans cette question de naturalisation, c'est évidemment pas un mouvement continu. Je pense que les exposés des historiens l'ont montré. Et en fait, on rejoint le problème qui a été posé tout à l'heure par Alain Fischer. Au fond, ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est un horizon, c'est un processus qui commence à une certaine époque dans les élites savantes et qui est poursuivi par les élites savantes, mais c'est vrai que j'avais parlé du petit peuple de Paris de Daniel Roche et des paysans du Languedoc, le roi Ladurie, qui n'était pas naturaliste au XVIIIe siècle, mais beaucoup de nos contemporains ne sont toujours pas naturalistes en ce sens-là. Et pour revenir à la question de la pensée magique et de la pensée rationnelle, il y a un des plus grands livres de philosophie du XXe siècle, à mon sens, qui est La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, et qui au fond pose la question absolument centrale du passage du sensible à l'intelligible à travers la détection de propriétés dans les objets naturels. Eh bien, ce livre pose exactement ce problème, en montrant qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Simplement, mais je vois Thomas Romer qui hoche de la tête, je t'invite à reprendre ce livre que tu connais certainement fort bien. Ce que souligne Lévi-Strauss, c'est que les procédures mentales qui sont employées dans la connaissance, disons rationnelle, ou dans la connaissance magique, sont les mêmes, mais que simplement les propriétés qui sont sélectionnées dans chacun des cas sont différentes. Et que donc ça aboutit à des types d'inférences, à des formes d'induction, à des formes de causalité qui sont évidemment différentes. Et donc, je pense que c'est un problème dramatique, un enjeu de santé publique absolument dramatique, la question de la vaccination. Et je pense qu'une façon, non pas de le résoudre, mais en tout cas de l'attaquer, c'est de faire confiance précisément aux anthropologues, c'est-à-dire aux gens dont c'est le métier d'essayer de comprendre la construction de croyances alternatives à la pensée scientifique. Je pense que ça suppose, et alors on est bien placé ici pour en parler, un dialogue accru entre les cultures scientifiques des sciences sociales et humaines d'un côté, et les cultures scientifiques des sciences expérimentales et des sciences de la nature de l'autre. Et il me semble que certains des échanges au cours de ces 2 journées, en particulier tout à l'heure à propos du statut de l'embryon humain, l'échange entre Alain Prochian et Marie-Angèle Hermite, montre qu'au fond, il y a encore de la traduction à faire entre les 2 domaines. Pour dire les choses simplement, ce que Marie-Angèle Hermite, ce dont elle parlait, c'était de la question des sujets de droit. Et ce que Alain Prochian avait entendu, et je crois aussi Catherine Akian, ce n'était pas la question des sujets de droit, c'est la question de la personne, ce qui n'est pas du tout la même chose. Un sujet de droit, c'est une entité qui va disposer de certaines capacités de représentation, de certains droits donc, mais qui peut être morte. Donc ce n'est pas une question de débat entre les religieux fondamentalistes et les biologistes, c'est tout à fait autre chose. Et donc je pense que, alors c'est pour ça que ce genre de colloque est utile. Il est utile parce qu'il permet d'approfondir le dialogue entre les sciences et d'essayer de dissiper des malentendus
qui sont alors très largement répandus dans le grand public, on y a fait allusion tout à l'heure, dans les médias, mais qui prennent leur source peut-être dans des différences de culture scientifique, au sens que Ian Hacking donnait à ce terme, et même de vocabulaire, quelquefois plus simplement, c'est-à-dire de façon de poser des problèmes. Et donc, je pense que le Collège de France est une institution qui a ce mérite remarquable de permettre ce genre de discussion, et j'espère que ce colloque sur les questions de nature, d'où vous allez repartir avec encore certainement beaucoup de questions, c'est une bonne chose, aura mis en évidence que, en tout cas, ce sont des débats dont nous continuons quotidiennement à nous entretenir et à mener au sein de cette institution. Merci d'être venu.